Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent les guidés. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Un message assez rapide, d'abord pour rassurer certains qui sont un peu inquiets, qu'il n'y a plus de mes nouvelles. Tout va bien, alhamdoulilah, c'est juste que je suis occupé, car comme certains d'entre vous le savent, j'ai déménagé à la campagne. J'aurai bientôt un sixième enfant, Inch'Allah. Et j'ai aussi démarré une activité professionnelle. Et donc, le temps que tout ceci se mette en place, je prends un peu des vacances, entre guillemets. Ceci étant dit, je profite que j'ai une petite demi-heure de libre pour faire un petit rappel, qui est toujours évidemment le fruit de mes observations du monde, dans divers secteurs. Et je pense qu'il est quand même qui peut quand même être assez intéressant. Alors j'ai intitulé cette intervention des paroles et des actes. Et j'ai beaucoup médité en analysant les faits de société qui nous entourent. Et j'en suis arrivé à la conclusion que souvent, on fait des mauvais choix dans la vie parce que nos actes ou nos paroles précèdent nos pensées. Ceci signifie que dans la vie, la personne sage, la personne, lucide, doit toujours, dans tout ce qu'elle fait, faire précéder ses pensées, ses réflexions, avant ses actes et ses paroles. Alors bien sûr, c'est un peu abstrait, donc comme d'habitude, je vais illustrer avec quelques exemples qui me viennent à l'esprit, mais il peut y en avoir des milliers. C'est simplement quelques exemples. Alors, premier exemple qui me vient à l'esprit, la problématique des prisons. Voilà, le réflexe dans nos sociétés, quand quelqu'un commet un délit, plus ou moins grave, bien sûr plus souvent grave que bénin, c'est l'enfermement dans une prison. Ça signifie donc, par exemple, si quelqu'un a vendu de la drogue ou a tué un criminel, que l'action, qui selon moi n'est pas réfléchie, l'action qui suit ce fait, c'est une détention préventive dans une maison d'arrêt, un procès, et puis une peine dans une maison de peine. Voilà. Pour 5, 6, 7, 8 ans, enfin bref. Alors, ça paraît comme ça un peu rassurant ou normal, puisque ça se passe comme ça un peu partout dans le monde. Mais dans le fond, si on y pense bien, il y a quelque chose qui cloche. On a donc un individu qui est, on va dire, dangereux, qui va être enfermé dans une pièce de environ 3 mètres sur 3, plus ou moins, dans lequel il va être totalement inactif, 23 heures sur 24, en dehors des heures de balade, ou sortie sport, enfin on va dire grosso modo inactif, dans lequel son esprit va être quelque part abruti par le tabac, la drogue, la télévision, la dépression, l'angoisse, etc., etc. Ensuite, cet individu enfermé 23 heures sur 24 pendant 5, 6, 7, 8, 9 ans ou plus va coûter, suivant les prisons, mais on va dire en moyenne, plus ou moins 3 000 € par mois, c'est-à-dire 3 chômages. 3 chômeurs coûtent autant qu'un détenu. Est-ce normal? Pour au bout du compte, quelle que soit la dangerosité du personnage, sauf exception ultra rare et dramatique, sera donc libéré, soit en fond de peine, soit aux 2/3 de la peine, soit à la moitié de la peine, soit au 1/3 de la peine, suivant son comportement, son évolution, etc., etc. Une fois cette personne relâchée, on n'a aucune assurance ni garantie qu'elle a changé, qu'elle a évolué, juste qu'elle s'est bien conduite en prison. Tout le monde sait que on peut être un manipulateur ou quelqu'un qui cache ses sentiments profonds et jouer le jeu.
Et donc on relâche dans la nature, après avoir payé 3 000 € par mois, un individu qui n'a peut-être pas changé, un individu qui en plus a été enfermé, a été soumis à ses pensées souvent plus négatives que positives pendant des années. Cet individu, on lui demande de se réinsérer alors qu'il a un casier judiciaire. Si par malheur son employeur potentiel fait des recherches, il va être licencié pour faute grave, pour ne pas avoir dit qu'il était détenteur d'un casier judiciaire. Et donc il sera dans la précarité économique, dans les difficultés, dans la stigmatisation et vraisemblablement retombera dans des délits qui le feront retomber en prison pour des peines plus lourdes puisqu'il y a des récidives, etc., etc. Alors voilà, j'ai pas parlé évidemment des constructions des prisons, du salaire des gardiens de prison, des factures d'eau, d'électricité, de chauffage, etc., etc. Donc tout ce que ça génère comme mécanique autour. Et aussi, je n'ai pas mentionné la destruction familiale pour les familles restées dehors qui perdent une source de revenus, une assistance, un père, un frère, un fils, etc. Bon, donc je vous dépeins quand même un tableau très noir, très négatif, et pourtant, la plupart des sociétés ont fait ce choix d'enfermer les gens qui posent problème, attendent que ça se passe, attendent que tout le monde oublie, et puis les relâcher et espérer que ça ne recommence plus, après avoir payé des sommes de l'ordre de 30-40 000 € par an de détention. Sans parler des coûts de procès, etc. Enfin, bref, je vous passe les détails. Et jamais j'entends que des comités de réflexion vont se réunir avec des philosophes, des sociologues, des psychologues, des hommes de religion, etc., etc., pour réfléchir à quelque chose d'alternatif et de plus constructif et de moins cher. Alors moi je ne dis pas que j'ai réponse à tout, je ne dis pas que je suis un génie, je ne dis pas que je détiens la vérité ultime, mais je dis que je détiens un cerveau avec lequel que Allah m'a doté, avec lequel je réfléchis. Et quand je réfléchis à cette problématique, je me dis qu'il y a quand même certaines réponses assez simples qui pourraient améliorer la situation pour tout le monde. La première chose que je me dis, c'est qu'il n'est pas normal que quelqu'un qui est condamné à une peine parce qu'il est coupable d'un délit soit nourri, blanchi, logé gratuitement, sans effort. Je me dis que, en plus de devoir payer, nous avons un être qui n'est pas dans une procédure de réforme personnelle, puisqu'il est enfermé en sa cellule devant des matchs de football avec du tabac à rouler, et il se passe des sacs en plastique avec les voisins pour avoir du hashish que telle ou telle femme a fait rentrer à la visite. Enfin bref. Donc moi je me dis, je dois payer pour enfermer un criminel qui en plus n'est pas dans une posture de réforme et qui en plus est dans un délaissement familial parce que sa famille, au lieu d'en profiter, entre guillemets, ils sont lésés puisqu'ils doivent venir à la visite, dépenser, lui envoyer de l'argent pour la cantine, l'assister, etc., etc. Et bien sûr, ne gagnent rien, plus de salaire, plus d'aide. Bon. Alors je me dis, la première chose que normalement il faudrait faire, c'est que les gens qui sont condamnés devraient avoir, bien sûr encadré dans un cadre de surveillance, une activité professionnelle. Une activité professionnelle qui les empêcherait d'être dans les réflexions négatives. C'est-à-dire, à un moment donné, leur montrer qu'ils sont capables de faire quelque chose d'autre que des délits, qu'ils sont capables de construire, par exemple, je ne sais pas, je dis ça comme ça, j'imagine, les faire travailler dans des poulaillers, leur apprendre comment ça se passe, comment on fait, la récolte des œufs, les rassembler, les vendre, etc., etc. Ils seraient dans une dynamique positive, productive, et pas dans une posture passive et déprimante et angoissante. Donc déjà ça, organiser donc des grands centres de travail, bien sûr avec des règles, bien sûr on ne parle pas de réduire les gens à l'esclavage ou les sous-payer, etc. On dit simplement que plutôt que dépenser 3 000 € par mois pour du négatif,
Pourquoi ne pas donner 1 000 € par mois en salaire à un détenu qui fait un travail et sur lequel on prélèverait X% pour sa famille, qui n'a plus de revenus parce que cet homme est détenu. Premier point d'interrogation. Deuxième, c'est le principe de l'enfermement. Le problème avec un criminel, c'est qu'il est dangereux pour la société, jusqu'à preuve du contraire, puisque de toute façon, on va le libérer un jour. Donc, on le met à l'écart pour un certain temps. Bon. Si le but, c'est de mettre à l'écart, si le but, c'est de prévenir la société d'un danger, pourquoi ne pas imaginer, par exemple, un espèce de portique à l'entrée d'un appartement, spécialement aménagé pour ce genre de détenus, qui provoquerait, je ne sais pas, une électrocution ou une alarme générale, enfin, etc., pour empêcher donc ces criminels de nuire et d'être dangereux pour la société. Parce qu'ici, on enferme les gens, il faut les surveiller, ils sont nerveux, il faut payer des gens pour les surveiller, etc., etc. C'est extrêmement barbare et primitif quand on y réfléchit bien. Bon, je vais pas aller plus loin sur ce sujet parce que c'est pas un audio sur les prisons, mais j'ai posé ce sujet-là pour dire, voilà un exemple de pourquoi normalement il faut penser avant d'agir et dépenser de l'argent et prendre des initiatives. Il faut penser à tout. Penser aux familles, penser aux victimes, penser à la société, penser aux criminels, penser à l'avenir. Penser. Quand on agit juste pour motiver par la peur et donc des émotions, ça coûte beaucoup d'argent et c'est très contre-productif. Exemple suivant. Les couples. Combien de gens, d'hommes ou de femmes, divorcent pour des mauvaises raisons ou pour des raisons pas valables? Par exemple, on va dire, je prends des exemples comme ça au hasard, on va dire que tel homme dit qu'il veut divorcer de son épouse parce que elle cuisine pas assez bien, ils n'ont qu'un rapport par semaine, etc., etc. Et il trouve que c'est pas satisfaisant, qu'il veut mieux, qu'il veut plus, etc., etc. Et donc, on va divorcer des enfants sans le père, etc., refaire sa vie, peut-être, si on trouve. Bon. Donc, la personne agit dans l'émotion, c'est-à-dire, ma femme ne me convient plus, ma femme ne me donne pas ce que j'attends, donc je veux changer. Voilà. Et évidemment, il n'y a pas la pensée qui précède. Pensée qui consisterait à se dire, est-ce que je vais trouver mieux? Déjà, est-ce que je vais trouver quelqu'un qui va me trouver attirant, qui va me trouver qui va trouver que je suis quelqu'un avec qui on a envie de construire quelque chose? Point d'interrogation. Est-ce que ce quelqu'un va être mieux que ma femme actuelle? Ou pire? Est-ce que finalement, si je ne trouve pas, si je reste seul, qu'est-ce qui est mieux? Avoir la compagnie de quelqu'un qui cuisine peut-être pas bien, mais qui pourrait progresser, qui pourrait prendre des cours, que je pourrais assister, et ne plus avoir de relation intime du tout, ou d'être avec quelqu'un qui m'accompagne dans la vie, et avec qui j'ai effectivement, pour le moment, par exemple, un rapport par semaine, mais ça peut évoluer, je dois mettre des choses en place pour peut-être lui suggérer, etc. Bon. Non, c'est-à-dire qu'on pense pas aux conséquences, aux choix, aux scénarios négatifs que ça peut entraîner. On se jette dans les actes décisifs, graves, de conséquences, juste pour apaiser soit de sa peur, soit de ses manques, soit ses envies, soit de ses rêves. Et puis il y a des dégâts. Troisième et dernier exemple, la Syrie. Depuis 2011, nous assistons à un génocide à ciel ouvert, des images abominables qui se répètent malheureusement sans arrêt. Femmes violées, enfants déchiquetés, camps de réfugiés, bombes, villes en ruine, pleurs, personnes âgées qui ont tout perdu, qui disent « Où sont les Arabes, où sont les musulmans ? On n'a que Allah, Allah vient nous en aide, etc. »
Alors, si on rentre dans le même processus émotionnel, suivi d'actes et de paroles, sans les penser, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce que beaucoup de gens ont fait. Il faut qu'on y aille, il faut qu'on participe, il faut qu'on combatte, allez, Allahu Akbar, on y va, machin, etc. Suivi de « Ah, la guerre c'est pas beau, ah, je suis blessé, ah, mon mari est mort, je me retrouve avec 3 gosses, veuve, sans ressources, allô, ambassade de France, de Belgique, pourrais-je rentrer s'il vous plaît ?» Pourquoi ça arrive? Parce que on est dans le même mécanisme que je viens de décrire, des actes et des paroles, sans les pensées qui précèdent. Quelles auraient dû être les pensées? Elles auraient dû être les suivantes. Si je pars là-bas, je vais rejoindre quel groupe? Les dirigeants de ces groupes, est-ce que je les connais? Est-ce que ce sont des gens qui sont responsables, qui sont bien organisés, qui ont un vrai projet, qui ont un vrai plan à long terme pour les musulmans? Ou ce sont juste des bons orateurs qui touchent mon ego, mon cœur, et qui me disent juste allez, comme un papillon, jette-toi dans la flamme. Est-ce que je peux envisager une vie de famille et ma femme, mes enfants au milieu de tout ça? Est-ce que ma présence là-bas va apporter un vrai plus? Ou je vais être un fardeau? Parce que je vais être malade, parce que je connais pas la langue, parce que je connais pas la guerre, parce que je n'ai aucune notion de médecine, parce que je ne suis pas habitué à la nourriture, parce que je risque de me retrouver dans des situations de guerre tribale ou ethnique, dans lesquelles finalement je ne suis ni kurde, ni syrien, ni irakien, ni alaouite, ni chiite, ni musulman démocrate, etc. Bon, voilà l'exemple. On peut se poser beaucoup de questions. Et si beaucoup de gens s'étaient posé les questions avant, ils auraient compris, en observant, en analysant, en lisant, que c'était pas aussi simple. C'est-à-dire que ce que je veux dire dans toutes ces histoires que je vous raconte, prison, le couple, Syrie, c'est que bien sûr les émotions elles existent. Bien sûr, on a le cœur qui vibre quand on voit une petite fille qui pleure, j'ai perdu mes parents, etc. Bien sûr, on a envie de découper en morceaux un type qui a violé 4 petites filles, qu'on met en prison pour 12-13 ans, et puis qui sort dans 10 ans, etc. On dit enfermez-le, tuez-le, jetez-le au crocodile, enfin, bien sûr, nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des robots. D'ailleurs, c'est un autre sujet, l'histoire des robots qu'il faudra creuser, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais ça sera pour un autre audio, Inch'Allah. Donc bien sûr, je souffre. Bien sûr, je souffre que ma femme fait moins bien à manger que ma mère, que je n'ai pas de rapport sexuel assez souvent comme j'aurais espéré, des trucs qu'on entend, quoi, vous voyez, ou la femme qui dit il ne m'aide pas assez, il n'est pas assez présent avec les enfants, il travaille trop. Mais jamais cette femme pense, mais s'il n'est plus là du tout, qui va s'occuper des factures? Qui va ramener l'argent? Les enfants n'auront même plus un bisou le soir dans leur lit, ils n'auront rien. Ça sera le divorce. Donc les gens, à un moment donné, confient leur vie à leurs émotions, confient leur choix à leurs émotions, confient leur argent à leurs émotions, et c'est seulement après le divorce, après que le pédophile est ressorti de 8 ans de prison, qu'il a reviolé une petite fille, après qu'on a perdu une jambe au combat en Syrie, qu'on commence à ce moment-là à réfléchir. Mais c'est un peu tard, parce que le divorce est prononcé, parce que les frais de la prison ont été dépensés, et parce que le statut de terroriste colle à la peau de ce jeune qui est parti en Syrie avec de bonnes intentions, qui a perdu une jambe, parce que c'est dans l'air du temps. Voilà, on est catalogué. Les gens ne savent pas lire dans les cœurs qui est humanitaire, qui est un violent, qui est un fou, qui est quelqu'un qui s'est fait abuser. Bon, les conséquences sont là.
Et donc, ce que je veux dire, c'est que dans tout ce que vous faites dans la vie, tout, location d'un appartement, un emploi, lancer une entreprise, confier des secrets à un ami, acheter une voiture, vous marier, avoir des enfants, etc. Toujours faire précéder par des pensées, faire précéder par des réflexions. Nous avons un cerveau, ce n'est pas pour rien. Nous ne sommes pas des animaux qui, à l'image d'un chien, si on lui jette une boule de viande, il se jette dessus. Sauf s'il est éduqué par la police, pour éviter qu'on les empoisonne, et qui, pendant 40 fois, quand il se jette sur la boule de viande, il a un coup de journal sur le museau. À la 41e fois, il ne prend plus la boulette de viande s'il n'a pas l'autorisation de son maître. Parce qu'il a été dressé et éduqué. Mais nous, les êtres humains, nous n'avons pas un cerveau et une raison pour fonctionner comme des animaux. Pour dire, je divorce, je pars en Syrie, tous en prison, allez, enfermez-les tous, 40 ans, très bien. On peut pas. On doit réfléchir profondément aux choses. Profondément. Et toujours imaginer des scénarios dans lesquels tout ne se passe pas comme on voudrait. Quand on dit jeter ce djihadiste terroriste 10 ans en prison, et qu'il a 10 ans de prison, et qu'il fait les 10 ans de prison, il rentre à 23 ans, il sort à 33. Est-ce que quelqu'un pense une demi-minute dans quel état d'esprit ce gars va sortir? Après avoir fréquenté des gitans, des roumains, des albanais, des trafiquants d'armes, des trafiquants de drogue, des types violents, comment il va sortir de là? Peut-être il y en aura un dans le lot qui sera plongé dans des livres, qui se sera réformé et qui sera un type bien. Mais pour un comme ça, vous en aurez 9 qui seront durs, avec des envies de vengeance, avec une idéologie endurcie, etc., etc. Mais notre ego est satisfait parce que le gars qui nous faisait peur a été enfermé 10 ans. Et après, on verra bien. C'est ce qu'on appelle mettre la poussière sous le tapis. C'est de la lâcheté, c'est de manque d'intelligence. Alors voilà, je vais pas être long. Ça, vous pouvez réfléchir là-dessus. Je développerai dans de futurs audios, Inch'Allah. Mais je voulais vraiment dire ça parce que je vois trop de gens, en fait, qui sont musulmans ou non, d'ailleurs, peu importe. Je vois trop de gens gouvernés par leurs émotions du moment. Et jamais ils s'imaginent le scénario du pire. Oui, mon mari est imparfait. Oui, mon épouse est imparfaite. Oui, il y a des choses qui m'énervent. Mais est-ce que je vais être nécessairement mieux seul ou avec quelqu'un de moins bien? Je m'imagine que je vais trouver quelqu'un de mieux qui va m'aimer, tout va bien se passer, ça sera parfait. Mais est-ce que j'ai pensé au cas où ça ne se passe pas comme ça? Non, parce que notre cerveau n'a pas envie. Alors, il préfère dire, je chasse l'élément perturbateur et je vais le remplacer certainement par mieux. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut évaluer tous les scénarios, peser le pour et le contre et bien réfléchir avant d'agir dans la vie. Parce qu'après, les conséquences sont lourdes, non seulement pour soi-même, mais pour d'autres gens autour. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.